Vallière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Et donc aujourd'hui on vous propose donc un nouveau numéro, le premier de cette intersaison. Comme je vous l'avais dit lors du bilan, on va vous accompagner durant toute cette intersaison avec des épisodes. Et donc on commence aujourd'hui avec un premier numéro avec un nouvel invité. Alors nouveau, pas forcément, parce qu'il est déjà venu à 2 reprises sur notre podcast. Mais ça fait très plaisir qu'il soit de retour. On va revenir avec lui sur sa très belle saison. Il a notamment remporté sa toute première victoire sur la Coupe du Monde. Reparti aussi avec une petite médaille d'or aussi sur les mondiaux. On va y revenir. C'est Eric Thérault qui est avec nous. Salut Eric. Salut à vous. Comment tu vas ? Eh ben super, écoute, là c'est la semaine un peu repos, donc ça fait plaisir à la maison, tranquille. Ouais. Officiellement en vacances ou pas ? Oui, quand même, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que on t'a vu que t'étais sur les skis il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, au Cési. Oui, c'est vrai, j'étais à l'étoile des saisies, j'ai fait la course avec ma copine, donc c'est un bon moment, mais je peux dire que ça c'était déjà des vacances, c'était quand même agréable. Ouais, c'est du plaisir avant tout, il n'y a pas de compétition, on va dire, il n'y a pas une médaille à aller chercher au bout, quoi, Non, c'est un peu ça permet aussi de faire le ski d'une autre façon, de faire un peu de la compète d'une autre façon aussi, et des fois ça fait du bien mentalement de pouvoir varier un peu les plaisirs et puis pas se donner entre guillemets à 100% pour le résultat. Voilà, ça fait un peu d'autres objectifs aussi. D'accord. Bon. En tout cas, Eric, encore merci d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là pour qu'on puisse revenir sur ta très belle saison. Et pour m'accompagner, je ne suis pas tout seul, puisque je suis avec Cassandre. Salut Cassandre. Salut. Bon, Cassandre, contente de pouvoir échanger avec Eric sur sa dernière saison. Bah carrément, franchement c'est trop bien de pouvoir discuter directement avec le principal intéressé, ça va être super intéressant. Ah oui, on a plein de belles choses à te dire. Enfin, en tout cas, revenir sur plein de choses sur ta saison, Eric. Plein de belles choses qui sont passées. J'ai dit, tu as remporté ta toute première victoire sur la Coupe du Monde, des médailles aux mondiaux, des podiums, aussi un dossard bleu qui t'a échappé de peu aussi en fin d'hiver, on va y revenir, mais plein de belles choses. Donc Eric, t'es dans les starting blocks, t'es prêt ? Ah ouais, je suis chaud. Let's go. Ok, c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, Eric, je vais déjà laisser la main à Cassandre. Cassandre, est-ce que tu peux nous donner les stats d'Eric, s'il te plaît ? Ouais, et ben donc du coup pour cette saison 2023-2024, tu as participé à 25 courses individuelles, 2 podiums dont une victoire au bout de la nuit, on s'en souvient, un bout de la nuit pour nous, à Soldier Hollow. Tu as fini 11e mondial, double médaillé au championnat du monde de Nové Mesto avec notamment l'or sur le relais mixte, le bronze sur le relais masculin et on a presque envie de t'accorder une 3e médaille en chocolat sur le sprint. Ensuite, tu as donc 6 relais masculins avec 3 podiums. Tu as participé donc à 2 relais mixtes. En termes de réussite au tir, c'est 84,8% avec 83,3% au couché et 86,2% au debout. Un 14e temps de ski en moyenne sur l'année, une 15e place moyenne. Merci Cassandre. Eric, si on doit retenir une petite stat de tout ça, ce serait laquelle ? Peut-être la stat couchée qui est pas très bonne. Ah, donc tu retiens le négatif. Non, non, c'est juste que après, comme tu veux, tu peux. Ouais. Non, je pense que oui, c'est à retenir aussi. Et après, sinon, les bonnes stats à retenir, c'est peut-être le nombre de top 10 aussi qui est bon. Ouais, d'avoir augmenté ta régularité finalement au plus haut, c'est ce qui finalement montre ta progression cet hiver pour toi. Ouais, carrément, c'est sûr qu'il y a eu, comme tu dis, il y a une régularité qui est déjà bien meilleure, qui est plus élevée. Et il y a également eu quelques bons résultats, donc d'augmenter un peu la régularité et les top résultats en même temps, ça fait des bons points à retenir, carrément. Bon, on va revenir sur ta saison, du début à la fin, en cochant différents moments. Mais avant ce début d'hiver, finalement, comment tu
projetais sur cette saison, tu avais des objectifs en tête ou tu y allais, comme toujours, pour donner le meilleur de toi-même, forcément? Ouais, bah ça, c'est bien évidemment les deux, hein. Forcément, j'avais quand même beaucoup d'objectifs en tête. J'ai toujours beaucoup d'ambition, comme je le dis souvent. Et forcément, avant la saison, bah, c'est le moment où tu mets un peu ton rêve, tes ambitions et puis la réalité un peu côte à côte. Tu te dis, bon, bah là, on y est. Maintenant, c'est là où il faut envoyer. C'est là où tout ce que j'ai envie de faire, va falloir réellement le faire. Donc, forcément, j'avais beaucoup d'ambition. J'avais envie d'aller chercher ma première victoire cette année. Ça, je l'avais dit avant la saison. C'était peut-être l'objectif numéro 1. Et après, c'était également de participer en fait enfin vraiment intégrer l'équipe pour pouvoir faire tous les relais, pour pouvoir participer au championnat du monde avec l'équipe et pour pouvoir faire les relais dans les championnats du monde, vu que c'était pas le cas l'année dernière. Et puis après, je pense que voilà, c'était d'être capable de montrer un meilleur biathlon, de continuer ma progression pour sentir que j'ai l'occasion à chaque départ d'aller jouer, si ce n'est la victoire, le podium ou au moins les fleurs. Donc voilà, ça c'était un peu mon ambition d'avant-saison. C'est vrai que du coup, quand je m'écoute à entendre ça, je me dis que la saison a plutôt bien correspondu Ah oui. à ça. En tout cas, une analyse assez rapide. Mais voilà, en tout cas, je suis arrivé avec un peu toutes ces ambitions en début de saison. Et après, forcément, sur les premières courses, c'est un peu difficile de savoir où t'en es. Il y a toujours un petit peu ce petit doute de savoir si ça va correspondre à ces ambitions-là, ou si j'en suis encore un peu trop loin, ou si peut-être des fois ça répond mieux. Il y a toujours le petit rêve dans la tête avant de se lancer à la première course, se dire, imagine, cette année, je suis un monstre et je gagne toutes les courses, quoi. Mais bon, ça arrive rarement comme ça, malheureusement, mais en tout cas, il y a toujours ce petit truc dans la tête en se disant, oh, purée, imaginons, ça se passe vraiment bien, quoi. Bon, on Donc, va le voir. Il y a pas mal d'objectifs qui ont été atteints quand même. C'est un peu ce que nous avait fait Sturlam Langrid il y a quelques années. c'est un peu ça, ouais. Mais C'est la saison finalement. rêvée, de rookie rêvé là. Ouais. Mais c'est vrai qu'après que t'as participé à tous les relais finalement, Eric, masculin. Ouais, et tous les relais masculins et relais mixte, je n'ai pas participé au premier forcément parce que j'étais pas dans l'équipe de base. Et puis il y en a un où je me suis reposé aussi. Donc ouais, mais bon, ça fait quasi toutes les courses, donc c'est quand même un bon objectif de cocher. Une grosse saison, franchement, en termes de nombre de courses pour toi, c'était une première grosse saison finalement, une grosse saison pleine, hein, finalement. Ouais, parce carrément. L'an dernier, tu avais fait un petit saut, on se rappelle, en IBU Cup. Hein. C'est ça, exactement. Là, c'est peut-être la première saison sans interruption. Même s'il y avait eu aussi la saison d'avant avec les Jeux Olympiques où j'avais quand même pas mal couru, mais bon, du coup, vu que j'avais pas couru les Jeux, ça m'avait fait aussi un gros break. Ouais, puis je pense que ça fait partie pas mal de l'apprentissage. Je me suis pas du tout forcé à courir autant de courses, mais en quelque sorte, je le prenais vraiment comme un bon apprentissage. C'est sûr qu'il y a un peu de fatigue des fois qui s'accumule mentalement aussi, mais je pense que c'est des années où j'ai besoin d'apprendre à courir beaucoup régulièrement pour apprendre à jouer en général, pour apprendre à tenir aussi dans la distance et à arriver à mettre en place un peu toutes mes ressources pour bien gérer la distance de la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un bon apprentissage aussi de jouer sur beaucoup de courses comme ça. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra que je fasse une ou deux impasses histoire de me préserver un peu plus. Mais voilà, je pense que au final, ça a bien répondu sur toute la saison et spécialement en fin de saison. Donc ça montre que la durée a bien tenu. Donc je pense que c'est un bon apprentissage. Aussi, ça m'a permis de voir que je suis capable de tenir dans la durée et que je peux compter là-dessus. On va revenir au fil du podcast un peu plus sur toutes les étapes de ta saison, mais avant de plonger dans le vif du sujet et donc dans ta saison à titre personnel, on voulait revenir sur la nouvelle réglementation de l'IBU cette année avec l'application de la nouvelle réglementation sur le fartage, notamment pour le no-fluor. Et on a senti que au début de saison, ça a quand même joué son rôle. Nous, on a senti que c'était plutôt au désavantage de l'équipe de France, là où d'autres nations on avait l'impression qu'elles s'en étaient mieux sorties. Est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce que c'était vraiment au désavantage de l'équipe de France en début de saison? Alors, c'est toujours très complexe de répondre à ça parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et aussi il y a notre facteur émotionnel. C'est sûr qu'en début de saison, on ne répond pas aux attentes, en tout cas globalement pour l'équipe de France. J'en prends ma part aussi. Et du coup, à ce moment-là, il y a toujours un peu cette frustration de se dire est-ce que nous, on n'est pas là où on doit être? Est-ce qu'il y a aussi le matériel qui ne nous aide pas? Il y a toujours un peu cette question. Donc, c'est difficile à répondre d'une façon très objective parce qu'on dira toujours qu'il y a l'émotionnel qui rentre en compte d'un côté ou d'un autre. Je pense qu'avec du recul, on sait quand même qu'on est un petit peu moins performant au niveau fartage dans les neiges froides.
Ça, je pense qu'on est tous unanimes dans l'équipe. Quand je dis dans l'équipe, c'est des techniciens avec pour avouer ça. On est très performant en neige chaude et peut-être un petit peu moins performant en neige froide. Je pense que c'est le bilan un peu qui est tiré de cette saison, mais je pense que les techniciens avaient déjà des saisons précédentes. Et du coup, je pense que, en tout cas, c'est possible que l'Allemagne et la Norvège, notamment, ont pris un avantage là-dessus sur ces neiges froides. Ça reste des possibilités, donc on n'est pas certain à 100%. Mais en tout cas, au vu du reste de la saison, où on a vu qu'en neige chaude, c'était plutôt l'inverse, où nous, on était capable de tirer plutôt un avantage sur notamment les Allemands. Du coup, je pense que voilà, ça peut être un petit bilan de ce début de saison aussi sur le no fluor. Peut-être que du coup, il manque encore de tests et d'expérience sur cette neige froide, comparé à une nation, je dirais comme l'Allemagne, la Norvège est tout le temps plutôt au top. Et l'Allemagne, on a su être parfois devant, parfois derrière. Donc voilà, ça peut être un bilan tiré. Après, encore une fois, c'est difficile à dire. Les années nous le diront peut-être si on arrive à progresser ou à évoluer sur ces neiges froides aussi, tout en gardant l'avantage sur neige chaude. Mais voilà, je pense que les techniciens ont à cœur aussi en tout cas, c'est ce qu'ils nous disaient. Des fois, nous, on disait, on veut que ça soit neige chaude parce que comme ça, on sait qu'on a l'avantage. Les techniciens, Greg Deschamps, par exemple, lui, il était aussi partisan de dire, mais moi, j'ai envie que ça soit neige froide, en fait. J'ai envie du challenge, j'ai envie d'essayer de progresser dans ces neiges froides. Donc, je pense que l'intention est bonne aussi du côté du clan des techniciens pour avoir envie d'évoluer aussi sur ces neiges qui sont peut-être moins leur point fort aujourd'hui, là où ils sont moins en confiance. Mais je trouve que c'est une belle parole de dire que, bah si, on veut quand même de la neige froide pour pouvoir progresser. Donc, Oui, c'est intéressant, ça montre la volonté de progression. Et sinon, du coup, par rapport aux no fluor, en amont de la saison, est-ce qu'il y avait des craintes au sein de l'équipe avec ces nouvelles réglementations qui se préparent quand même un petit peu en avance que seulement 2 semaines avant le début de la saison, forcément. Mais est-ce qu'il y avait des craintes au sein de l'équipe sur justement est-ce que ça allait marcher ou pas? Bien sûr, on a toujours des doutes, surtout plus on arrive près de la saison, plus on en a en général. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Notre cerveau, il aime bien cogiter un peu. Et bien sûr qu'on avait des doutes sur ce no fluor, surtout que à chaque fois on aime regarder les adversaires. On est toujours comme ça, on est toujours dans la comparaison. Alors c'est pas forcément la bonne façon de faire, mais bon, encore une fois, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, forcément, en regardant les Norvégiens qui ont beaucoup plus de budget que nous, eux, ils ont déjà mis en place beaucoup de tests plus tôt. Ils ont déjà développé des farts avec des marques ou que eux de leur côté. Donc on était un peu là, waouh, il y a une industrie assez puissante du côté de la Norvège notamment, mais on sait que de l'Allemagne, le budget il est plus ou moins pareil. Donc on s'est dit, là, c'est compliqué. On sait qu'on joue pas avec les mêmes budgets. Donc on sait qu'on a une cellule développement, recherche qui est peut-être moins grosse. En tout cas, nous, d'un point de vue athlète, c'est ce qu'on pense. Après, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place au niveau de la fédération, au niveau de l'agence du sport, et puis les techniciens qui se démènent surtout. Mais voilà, on avait un peu peur de cette différence, surtout qu'on a eu à Souchon en fait un petit aperçu de ce qui pouvait potentiellement se passer avec la Norvège qui avait écrasé en tout cas complètement la course. Donc voilà, ça faisait un petit peu peur. Après, on s'est dit que on a quand même une équipe de gens passionnés et je pense que la passion fait beaucoup dans notre métier et que avec ça, on aura de quoi faire la concurrence. Donc je pense que c'était des moments où il y avait forcément du doute, mais à un moment donné, il fallait juste laisser faire et puis on allait voir sur les premières courses comment ça allait se passer. Il y avait peut-être aussi la crainte de ne pas prendre le départ. Hein. On sait que l'IBU mettait des cartons jaunes ou même rouges selon le taux de fluor sous les skis. Au début, ça a dû être aussi un petit stress et après, on a vu au fur et à mesure de la saison, finalement, on n'en parlait plus. Oui, carrément, c'est vrai que ça pouvait faire partie des craintes. Alors moi, pour le coup, j'avais moins peur de ça dans le sens où je savais que l'équipe avait acquéri une machine pour tester les skis. Ouais. Donc ça permettait du coup de tester avant le test de l'IBU, ce qui en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Donc je me dis que logiquement ça devrait plutôt bien se passer. Après c'est sûr que on l'a vu au fur et à mesure de la saison. Alors je crois pas pour notre clan français, mais je crois qu'il y a eu des fois des tests qui ont été un petit peu compliqués. Donc comme quoi même des fois avec une machine dans le camion ça peut arriver qu'il y ait un bip rouge au niveau de l'IBU. Mais ouais, je pense que nos techniciens font vraiment le boulot. Je sais que la méthode française, c'est pas d'essayer de jouer avec les limites non plus. Je sais qu'ils vont pas essayer de mettre de la serra avant et puis de la masquer avant d'aller au départ. Ouais. Donc ça me fait pas trop peur dans le sens où, ouais, mais bon, ça pourrait être des stratégies de certaines nations. On sait que il paraît que c'est la stratégie même de certaines nations, pardon. Bah ouais, apparemment les Allemands auraient joué comme ça des fois en Junior Cup pour tester avec les juniors. Alors bon, après entre guillemets, c'est légitime, ils ont le droit de tester ça, mais bon,
je trouve que ça va un peu à l'encontre au final de ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est pas très malin. D'ailleurs, Mais, deux Allemands se sont fait avoir en IBU Cup, il me semble. Hein. C'est Kaiser et peut-être Zobel, il me semble. ouais, il me semble aussi. J'avoue que c'est des informations à confirmer, mais bon, voilà. Peut-être que certaines nations ont plus joué que nous. En tout cas, moi, je sais que c'était pas la philosophie du groupe France, et tant mieux d'ailleurs, parce que le but, c'est quand même d'aller dans. Enfin, là, on parle que de réglementation, mais au final, le but derrière est quand même de progresser d'un point de vue développement durable. Donc, je pense que le but, c'est aussi d'aller un petit peu dans ce sens-là, pas uniquement de jouer les yeux fermés sur la réglementation pure. C'est un peu comme pour le dopage, au final. Le but, c'est pas juste de jouer avec la limite, mais c'est de dire, on mange des légumes, de la viande et des féculents, et c'est tout, quoi. On n'est pas obligé de bouffer tout ce qui passe à côté. Donc, c'est une question d'éthique voilà, du sport exactement. de manière générale. C'est un peu comme le dopage et la pratique dopante au final. La pratique dopante, elle n'est pas très belle niveau éthique. Par contre, elle est dans les règles. Par contre, tant que tu n'es pas contrôlé positif au dopage, c'est dans les règles. Ouais. Moi, c'est un peu pareil pour le fluor. J'ai envie de dire que le but global, c'est quand même de limiter ces produits qui sont très polluants. Donc, c'est sûr que c'est un peu bête de mettre du fluor avant. Mais au final, à l'international, ça se passe plutôt bien parce que du coup, c'est assez strict, mais des fois en France, on voit sur les courses populaires ou à d'autres moments où au final, il y en a plein qui essayent de jouer avec cette limite. C'est encore en développement, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, fluor ou pas fluor, avantage ou pas avantage, fallait bien faire avec en ce début de saison. Exactement. Et du coup, si on se penche sur la première partie des tours d'hiver, maintenant tu tournes autour de la 10e place entre Orschelsen et Lanzerheide avec 3 top 10. Et comme membre résultat, une 25e place sur la course d'ouverture. Est-ce que c'était un début de saison qui répondait à tes attentes? Alors oui, en quelque sorte. Alors pas toutes mes attentes en termes de résultats, mais en termes d'engagement et de mise en place, moi j'étais satisfait. C'est vrai que j'ai commencé la première semaine en tournant plus autour de la 20e à 25e place à Östersund, pardon. Et du coup, c'est vrai que j'étais un tout petit peu loin de ce que je voulais réellement jouer, c'est-à-dire je voulais plus jouer les top 10, tout ça, mais en même temps, déjà, c'était une première semaine où je me suis satisfait dans l'implication, dans l'engagement que j'y ai mis, et j'étais assez content au final après Östersund. Je me suis dit, je suis en train de mettre en place des choses qui payent pas du tout pour le moment, mais qui, je pense, vont payer rapidement, et au final, elles ont déjà payé un petit peu à Orfilsen et Lanzerheide. Donc, ça, je suis assez satisfait. Après, il manquait encore un peu des 10 sur 10 ou des 20 sur 20 que je recherchais et qui m'auraient permis d'aller jouer du coup là, les positions qui me plaisaient déjà plus, donc soit les fleurs, soit le podium. Donc c'était un début de saison pour moi qui m'a plu dans le sens où j'ai mis en place un bon biathlon qui était solide, qui m'a permis d'être régulier aussi, et plein de bonnes bases qui allaient me servir pour parfaire mon biathlon sur la fin de saison. Donc j'étais satisfait dans ce sens-là, mais pas pleinement satisfait par les résultats forcément. J'en voulais encore un petit peu plus. Ah de toute façon, c'est frustrant le biathlon. Il manque toujours quelque chose. Et oui, toujours une petite balle quelque part. C'est ça. Bon, du coup, tu finis la première partie de saison sur le site de Lanzerheide 2 qui accueillera les mondiaux l'année prochaine. Oui. C'était pas une totale découverte pour toi parce que tu étais déjà allé en 2020 pour les championnats, les mondiaux juniors là-bas, enfin jeunes, pardon, là-bas en 2020. Et du coup, quelle impression le site t'a laissé en vue des mondiaux? Eh ben oui, c'est sûr que c'était pas une totale découverte, mais en même temps, on redécouvre un tout petit peu le site avec la Coupe du Monde. C'est toujours une organisation un peu plus grosse. Moi, pour ma part, c'est un site que j'aime beaucoup. De toute façon, les Alpes, c'est un endroit globalement que j'adore. Puis les Alpes suisses, on va dire que c'est plutôt sympa, quoi. Lanzerheide, c'est une belle station UP qui est assez classe. Donc le site de course, je trouve, il est un peu de la même façon. Les bâtiments, tout ça, c'est assez classe. Et après, pour parler vraiment de la piste, c'est une jolie piste qui, moi, me plaît bien, perso. C'est peut-être une piste qui paraît un peu moins... c'est Emilien qui avait fait cette réflexion en arrivant. Il avait dit c'est une piste qui paraît un peu moins Coupe du Monde que d'autres. Ah ouais. Je sais pas trop pourquoi il a dit ça. Il a dit c'est une piste qui il y a des dévers, il y a des fois c'est des passages un peu plus fins, il y a c'est peut-être un peu moins clean peut-être que sur d'autres Coupes du Monde. En même temps, ça c'était l'avis d'Emilien en tout cas que je partage. Non mais c'est bien, ouais. Mais pour ma part, je trouve que ça reste un beau site de Coupe du Monde, mais c'est vrai que le fait qu'on ait couru avant sur de la Junior Cup ou de l'IBU Cup dessus, donc pour ma part d'un championnat du monde jeune,
c'est vrai qu'il paraît un peu plus petit ou différent. Donc c'est peut-être juste une impression en fait. Mais du coup, j'aime bien ça au final. Je C'est trouve la que même ça fait piste en jeune ou... Ouais, c'est les mêmes pistes, ouais. C'est Ok, les mêmes ouais. pistes. Et du coup, je trouve que ça fait assez convivial, assez sympa. Il y a un bon public aussi sur toute la dernière partie de boucle. Mais voilà, moi je trouve que c'est toujours sympa quand on a une course dans les Alpes avec les montagnes autour, souvent le soleil, un tout petit peu d'altitude, même si honnêtement c'est pas. Les Norvégiens ils disent toujours qu'il y a beaucoup d'altitude, mais bon, on a 1400 mètres, on peut pas appeler ça de l'altitude non plus. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un site qui est vraiment joli, donc j'ai hâte d'y voir avec un bel événement comme les mondiaux. Et il y aura pas mal de Français, je pense, l'an prochain sur ces mondiaux. Hein, vu que c'est la porte à Ouais, côté. carrément. Déjà cette année, il y en avait beaucoup parce qu'il n'y avait pas le Grand Bornand et ça tombait en même temps. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui avaient réservé sur Lanzarote. Donc je pense que l'année prochaine, on retrouvera pas mal de Français. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a même outre-Atlantique, il y a quand même toujours des Français, donc c'est Ouais, c'est assez cool. et notamment des drapeaux bretons. Je salue. C'est ça. Alors très bien. Alors c'était ton premier mois de compétition et d'ailleurs ton premier mois de compétition sous les ordres de Simon Fourcade et de Jean-Pierre Amat. Oui. Très content de cette nouvelle collaboration finalement. Ouais, carrément. Moi, je suis super content. Moi, ça fait 5 ans en fait que je change de coach chaque saison. Ouais. Donc pour moi, entre guillemets, c'était presque habituel de changer de coach. Ça va être la première année où j'enchaîne deux coachs identiques euh, de la enfin, par rapport à la saison précédente. Et en fait, tout ça, c'est dû parce que j'ai changé beaucoup de groupes. Enfin bref, mais tout ça pour dire que c'était assez routinier pour moi au final de changer de discours et de passer à quelque chose de nouveau. Et au final, ça m'a beaucoup plu ces 5 dernières années parce que euh, ça m'a permis en fait à chaque fois d'apporter une petite nouvelle touche. Et à chaque fois, en fait, ça m'a plu cette nouvelle touche. Donc encore une fois, avec Simon et puis Jean-Pierre, ça m'a bien plu. En fait, Simon, je l'avais déjà eu, donc je connaissais bien, mais c'était un coach que j'appréciais pas mal parce qu'il est beaucoup dans la discussion. Donc je savais qu'on allait mettre en place plein de belles choses l'été, qui allaient être productives, et ça a été le cas. Et puis Jean-Pierre, je le connaissais pas. Tous les autres du groupe l'avaient eu, sauf moi. Le petit jeune. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a déjà eu mon père, mais il m'avait pas Ah encore. oui. Donc non, mais j'ai beaucoup apprécié parce que, en fait, sans le connaître, je savais qu'il a fait quand même beaucoup, beaucoup d'années dans le biathlon et peut-être que des fois le discours peut être un peu répétitif. Et au final, il nous a amené en fait sur des nouvelles choses et il nous a bousculé un petit peu, notamment un peu via la vitesse de tir. Mais en fait, on a beaucoup parlé de ça, mais au final, c'était pas forcément ça qui était uniquement là pendant toute la prépa. On a bossé plein de choses, mais en tout cas, il a su, je trouve, nous bousculer sur plein de nouvelles petites choses. Il a compris un peu le biathlon moderne aussi, et moi, j'apprécie chez un coach qui est là depuis longtemps en fait, parce que je trouve que c'est une belle façon de se renouveler. Donc, même si je l'ai pas eu avant, j'ai quand même vu qu'il a su rapidement se renouveler pour s'adapter à ce groupe Coupe du Monde. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc, le duo, moi, j'adore. En fait, c'est deux personnes qui sont vraiment passionnées, qui sont à fond et qui sont comme des enfants, en fait, quand on parle de course et de résultats, et puis de faire une saison en Coupe du Monde. Donc, en fait, quand j'ai vu ça dans leurs yeux, en fait, quand on est arrivé sur les premières réunions en mai-juin dernier, j'ai apprécié tout de suite. Et en fait, je sais que ça va bien se passer quand je vois des personnes comme ça. Et en fait, ça fait 5 ans que je vois des personnes comme ça, donc ça me fait que plaisir de pouvoir continuer avec eux. Ouais. Donc, content d'avoir pioché dans différents coachs ces dernières années, mais content quand même d'avoir de la stabilité pour entamer la prochaine saison. Ouais, carrément. En fait, moi, je prends souvent ce qu'il y a. Je suis là pour faire mon biathlon avec les personnes qu'il y a autour et je m'appuie un maximum sur les personnes ressources qui me sont offertes. Et voilà, chaque année, j'ai eu différentes personnes ressources au poste de coach. Et ça m'a permis de me développer de plein de belles façons. Et du coup, cette année, au final, c'est super aussi. Entre guillemets, du coup, c'est de la nouveauté pour moi d'avoir 2 fois les mêmes coachs. C'est un peu bizarre de formuler ça comme ça, mais du coup, moi, je trouve ça top. Je sais qu'on va mettre plein de belles choses en place. Et puis, c'est des personnes, je pense, qui sont capables de se renouveler pas mal et d'amener encore plein de nouvelles belles choses d'ici Milan. Donc c'est top. Moi, j'ai hâte. Ouais, Milan dans 2 ans, le gros objectif pour vous tous. Alors après, il y a eu ce mois de janvier. Alors mois de janvier qui a peut-être été la période la plus compliquée pour toi. Je ne sais pas, Eric, comment tu peux le définir ce mois? Oui, c'est sûr que en se retournant en termes de résultats, c'est peut-être ce qui a été le moins bon. Comment faire un petit bilan rapide? C'est sûr que en fait, pour moi, le début de saison, c'est lui qui a été le plus lent au démarrage.
Moi, c'est l'impression en fait que j'en gardais après la saison, parce que c'est sûr que je suis monté en puissance petit à petit entre Ostersund un petit peu tranquille et ensuite un peu mieux en termes de résultats, je parle. Et c'est vrai que du coup, les résultats, ils ont un petit peu baissé quand même sur ces 3 semaines sur les 3 classiques de janvier. Pour autant, j'étais pas spécialement déçu à part Oberhof, je suis passé un peu à travers. Tu n'as peut-être pas ressenti finalement ce manque de moins bon résultat finalement personnellement. En fait, juste en me replongeant dans mes sensations au moment de ce mois de janvier, j'ai pas cette déception en fait réelle de dire ouais non, je suis pas au niveau, je suis pas bon ou j'ai pas ce que je veux. Alors je l'ai eu forcément au Oberhof parce que j'étais pas satisfait de mon sprint, enfin même de mon relais. J'ai un peu foiré au Oberhof. 45e du sprint, pour rappel, pour les auditeurs. Voilà, c'est ça, le moins bon résultat de l'hiver. Mais après j'avais plutôt bien réagi à Ruhpolding avec des bons relais et puis deux bonnes courses indiv quand même. En Tols un petit peu, en fait j'essaie de me souvenir en même temps que je vous raconte. Ouais. 18e de l'individuel court en Tols. Ouais, en Tols j'étais un peu plus dans le rouge. Donc en fait c'est sûr que en revenant dessus je me rends compte que c'est quand même pas, c'est sûr que c'est pas du tout là où je voulais être. Encore une fois, pour faire rapidement, Oberhof, je passe un peu à travers. Ruhpolding, je réagis bien. Et puis en Terre-Selva, je suis un peu fatigué et j'arrive pas tout à fait à mettre en place ce que je voulais. Mais en fait, l'altitude, honnêtement, hein, l'altitude, je dois admettre que je suis pas très à l'aise en altitude. Hein, je l'ai senti là, à Soldier-Hollow. Pourtant, on s'entraîne dans l'altitude, mais je pense que j'ai besoin d'un peu d'acclimatation avant d'arriver, en fait. Je me sens bien quand je suis acclimaté et vu qu'à chaque fois on n'a pas le temps de s'acclimater en Coupe du Monde, j'admets que ça me met un peu dans le rouge. Après, je pense que ça met dans le rouge pas mal de monde. Mais troisième semaine en plus, troisième semaine de bloc. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de ça. Donc il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée. Et après, il y a une chose aussi où moi, pour le coup, sur ce mois de janvier, j'ai énormément appris. C'est apprendre à skier sur des neiges un peu plus molles, un peu plus brassées. Parce que ça, c'est amusant, mais j'ai un gabarit assez léger, assez fin. On me dit tout ça, dans les montées, ça doit envoyer, et dans la neige qui brasse, c'est à ton avantage. C'est pas tant le cas en fait. Moi, au final, peut-être la piste qui me correspond le mieux et où je suis le plus rapide, c'est à Ruhpolding. Ruhpolding, c'est plat et c'est béton. Donc, c'est assez amusant parce qu'au final, c'est un endroit où il faut un peu de puissance et puis travailler tout le long, quoi. Finalement. Ouais, c'est ça. Mais au final, c'est la piste où je vais peut-être le plus vite. Donc, c'est ce que j'ai bien aimé dans le mois de janvier, c'est de voir la distinction entre un Oberhof où ça brasse et où ça colle. Et où ça grimpe et je suis pas trop capable de bien réagir. Ruhpolding, c'est tout plat, tout dur, là ça marche bien. Et pareil en Terre-Selva, le jour de l'indiv courte, c'était une neige qui était assez difficile à skier. Parce que si je me souviens bien, alors est-ce que ça avait neigé ou pas, mais en tout cas ça cassait un petit peu. En fait, il y avait le milieu de piste qui était un peu dur et ça cassait sur le bord, c'est-à-dire que nous, chaque appui était un peu instable. Et je dois admettre que franchement, j'ai galéré cette course, c'est super dur. Mais en fait, c'est ce que j'ai tiré de ce mois de janvier, il m'a vraiment servi à la suite. Parce que j'ai carrément appris en fait à changer un peu mon mode de ski pour apprendre à skier sur ces neiges plus molles. J'ai bien travaillé avec Simon, mais aussi avec Cyril, le coach des filles, qui m'ont tous les deux aidé en fait à changer un petit peu mon style de ski. Donc concrètement, ça veut dire que moi j'ai un style de ski qui est assez long et peut-être un peu mou, je dirais, parce que je presse, on va dire, longtemps sur mon ski et je prends le temps de glisser. Sauf que dans des neiges un peu molles, ça fonctionne pas très bien parce que je m'enfonce un peu. En fait, comme si j'étais un peu gros, quoi. Donc c'est un peu bête parce que du coup, j'optimise pas du tout mon gabarit par rapport à ces neiges, donc c'est un peu frustrant. Donc c'est l'expérience qui va venir de toute façon. Exactement. Et du coup, j'ai dû adapter un petit peu mon ski pour avoir peut-être un ski un peu plus rythmé, un peu plus fin, un peu plus léger. J'ai la chance de pouvoir le faire du coup grâce à mon gabarit, mais fallait que je le mette en application sur les courses. Donc, j'ai essayé de changer un petit peu tout ça sur ces courses-là. Donc, ça n'a pas payé du tout tout de suite. Par contre, ça m'a carrément appris du coup pour la fin de saison parce que sur les neiges molles, ça a beaucoup mieux marché, même très bien. Mais du coup, voilà, ça a été un peu le bilan peut-être un peu de ce mois de janvier où du coup, j'ai encore augmenté, on va dire, mon référentiel pour apprendre à skier sur plus de neiges différentes, ce qui me manquait encore un petit peu avant. Et on voit Cassandre, ça a plutôt servi à Eric sur les mondiaux.
Ah bah oui, là du coup on a parlé du mois de janvier ou qui s'est passé avec plus ou moins de peine suivant les étapes, mais en février un nouveau chapitre s'ouvre, un chapitre qui va s'avérer plutôt doré pour l'équipe de France de manière générale avec les mondiaux de Nové Mesto qui ont été historiques pour l'équipe de France, 13 médailles. Franchement, en tant que spectateur, c'était incroyable à suivre. Vraiment, chaque course, quasiment, on avait une médaille. On n'en revenait pas. Enfin, c'était super. Et donc, tu as contribué dès l'ouverture avec le titre mondial sur le relais mixte avec notamment Quentin Fillon-Maillet, Julia Simon et Justine Bredas-Boucher. Déjà, est-ce que tu t'attendais à être sélectionnée pour ce mixte d'ouverture? C'est vrai que c'était un petit peu mon objectif de janvier aussi. Du coup, c'était de prouver qu'en relais, j'étais capable de me placer dans le relais des mondiaux. Et c'est vrai qu'au début de saison, je l'avais pas vu venir parce que je m'étais dit l'objectif, c'est le relais homme. Et au fur et à mesure de la saison, je me suis dit, bon, bah, il y a quand même la possibilité peut-être d'être dans le mix. Donc, puis surtout, vu l'équipe, vu la configuration avec les filles qui finissent, c'est vrai que ça fait rêver parce qu'on s'était clairement dit que là, c'était en route vers l'or, quoi, un peu l'objectif. Du coup, je m'y attendais pas forcément avant. Et après, au final, après Antols, je me suis dit que j'avais toutes mes chances. Donc, j'attendais la sélection. Et puis, c'était assez cool de pouvoir voir que j'allais ouvrir ces mondiaux. Ouais. Et c'est là on voit aussi que tu t'es imposé finalement comme un pilier de l'équipe de France cet hiver. C'est malgré ton jeune âge. C'est ça Ouais, aussi c'est qui est sûr. important pour toi. Ouais, carrément, ça fait partie des beaux points pour moi cet hiver, c'est d'avoir montré que on pouvait me faire confiance en relais. Bon, pour le coup, après les mondiaux, c'est un peu moins bien passé. Mais en tout cas, sur tout ce début de saison, j'ai continué à construire sur ma lancée des relais à très bien performer. Et, euh, et ça m'a permis du coup enfin, que l'équipe me fasse confiance. Et ça, ouais, c'était carrément un point très positif pour cette mi-saison. Ouais. Et tu l'as abordé comment ce mixte? Plutôt de la pression ou plutôt positivement? Ouais, c'est quand même stressant parce que en fait, ce qui est dur, c'est que du coup, on sort d'Antols. Bon, on apprend les sélections assez rapidement après Antols. C'était l'objectif pour qu'on puisse se mettre un peu dans les configurations. Mais du coup, ben, il fallait entre guillemets attendre 2 semaines et demie avant de courir. Donc, c'est 2 semaines et demie où tu te prépares et 2 semaines et demie où tu as le temps de penser à pas mal de scénarios, quoi. Donc, c'est un peu long. Mais du coup, je me suis bien préparé et c'est vrai que je me sentais prêt pour ce relais parce que je me sens à l'aise dans le relais, à l'aise sur un premier relais. Après, je savais juste que ça allait être différent parce que là, au lieu de me battre contre, entre guillemets, les quatrièmes de chaque nation, j'allais me battre contre les deuxièmes ou les premiers de chaque nation. Donc, il y aurait du costaud en face. Mais je me sentais à l'aise sur ces premiers relais, donc j'avais pas trop de doute là-dessus. Mais forcément, en arrivant sur les mondiaux, voilà, en fait, de base, on a tellement envie de lancer déjà ces mondiaux que rien que pour ça, on a déjà un peu de presse, on a juste envie que ça démarre. Donc en plus, quand tu fais vraiment l'ouverture, le premier relais, ça te met encore un peu plus de presse. Donc la journée, en fait, la journée avant, avant la course, parce qu'en plus, la course, c'est à 17h. Donc déjà, qu'on s'est tapé 2 semaines et demie d'attente infernale, en plus, on se tape encore 10 heures d'attente dans le lit avant de courir. Donc ça, c'était vraiment long pour le coup. Parce que là, on cogite beaucoup, on peut pas faire grand-chose, on doit vraiment attendre, quoi, un peu. Donc bon, je vais faire un bout de course à pied, un bout de mobilité, tout ça. Mais bon, après, c'est bon, on a fait le tour. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre et de se lancer. Donc là, pour le coup, j'étais stressé, je dois admettre. Et, euh, et j'essaie de trouver un peu une porte d'issue pour me sortir de ce moment désagréable dans le lit où tu cogites beaucoup trop et ça sert à rien. Et dans tous les cas, ça va pas te faire avancer plus vite. Mais j'ai réussi à me poser un moment sans rien, juste en, comment dire, moi, ma façon aussi de faire, c'est de décontextualiser un petit peu aussi, d'enlever le fait que c'est les championnats du monde, que c'est l'ouverture, qu'on attend tout ça, juste le fait de me dire que je vais juste faire une course assez simple, c'est 7 km et demi, même pas, c'était 6 km pardon pour le mixte. Et que je sais très bien exécuter mes tirs, que je m'amuse beaucoup dans ces courses, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de mettre des attaques au tir comme sur la piste. Et en fait, j'essayais de rester là-dedans dans le jeu et puis tout simplement dans le fait que ça allait être une course comme une course pour enfants. Et puis voilà, j'allais faire mon bout de rôle et après, j'allais laisser à des gens qui allaient très bien le faire. Donc, j'avais pas de quoi m'inquiéter. Donc, je me suis un peu appuyé sur toutes ces choses-là pour partir sans pression. Et puis, j'ai aussi pris le temps, du coup, sur la ligne de départ et avant, juste de sourire et de me dire que bah voilà, c'était un peu mon rêve d'être ici sur cette ligne de départ pour jouer l'or et en ayant toutes les cartes en main pour bien réussir. Donc voilà, j'ai pris ce moment pour vraiment en profiter. Et après, je me suis régalé. Donc non, c'était vraiment cool.
Et tu as fait formidablement le travail, hein. Comme avec Quentin, vous avez tenu les frères Beu derrière vous. C'est pas donné à tout le monde. On l'a beaucoup mis en avant sur le podcast, hein. Parce que forcément, vous commenciez, les filles ont peut-être été plus mis en avant, étant donné qu'elles ont terminé le travail, mais vous avez mis les frères Beu derrière vous, et ensuite Julia donc et Justine ont fait le taf aussi, et bah Eric, hein, ce tout premier sacre mondial pour toi, Ouais, première c'est course trop à cool. Union Misto, incroyable, hein. Ouais, non, franchement, c'était un vrai bon moment. J'ai vraiment profité de ça. En plus, en étant premier relayeur, on a beaucoup de temps d'attente après aussi, du coup, pour Le continuer dans l'attente. stress. Et là, pour le coup, ouais, je stresse rarement ou je me laisse rarement prendre par les émotions parce que je pense pas que je suis quelqu'un de très émotif. Par contre, à ce moment-là, ouais, j'ai quand même vraiment vibré, en tout cas, avec la fin du relais parce que, en fait, ce qui est beau, c'est que, honnêtement, je pense qu'on était l'équipe favorite, surtout avec les filles. Forcément, on a beaucoup parlé d'elles. Nous, les gars, on avait un vrai rôle à tenir, qu'on a super bien tenu, et ça, je suis vraiment fier qu'on ait pu le faire pour l'équipe masculine. Et du coup, vu qu'on était, enfin, en tout cas, de mon point de vue, favori, je trouve ça trop cool d'être favori et de gagner, quoi. Moi, je trouve ça vraiment sympa d'avoir attendu 2 semaines en me disant que, ben, là, dans tous les cas, c'est un petit peu l'or ou rien. Alors, c'est pas l'or ou rien, c'est jamais comme ça, mais un petit peu en mode, ben, on sera satisfait que vraiment si on gagne, vu qu'on a l'équipe pour gagner. Et du coup, de finalement arriver à le faire, entre guillemets, au bout de 2 semaines et demie d'attente, c'est ça qui m'a vraiment fait profiter du moment. Ouais. Et puis ça montre que tu as tenu la pression, que tu as le mental pour jouer sur les grands événements aussi, parce que comme tu dis, cogiter pendant 2 semaines, c'est jamais évident quand même en vue de la course. Bon ensuite, Ouais, c'est sûr. ouais, vas-y. Non, ouais, je voulais pas te couper, mais c'est sûr que ça met un peu de confiance aussi. Et en même temps, ben, chaque course, c'est un recommencement. Je veux dire que ça n'empêchera pas aux prochains mondiaux peut-être d'être stressé de la même façon. J'en sais rien. Je pense qu'avec l'expérience, je le serai sûrement moins. Euh, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'être stressé pour une autre course et de pourtant peut-être pas arriver à le gérer. J'en sais rien. Les scénarios sont toujours différents en fait. Donc je pense qu'il faut apprendre à gérer chaque bout de scénario. Et voilà, celui-ci s'est bien passé, mais ça valide pas forcément tout pour la suite. En tout cas, j'en tire une belle expérience, ça c'est sûr, et je vais m'en servir pour que ça se passe bien pour les prochaines courses aussi. Et donc après sur ces mondiaux, tu vas enchaîner avec après le titre en mixte, tu enchaînes avec une magnifique médaille en chocolat. On l'a dit sur le Ouais. sprint. Bon, j'espère que tu l'as bien dégusté. Il Oh reste oui. quoi de cette course finalement? Du coup, il reste plus de chocolat, ça c'est sûr, j'ai bien fini. Mais en tout cas, pour moi, c'était peut-être ma plus belle course de l'hiver. J'ai tellement engagé sur ce sprint, j'ai vraiment tout mis. Encore une fois, les 2 semaines et demie d'attente, elles étaient pour ce sprint aussi. J'avais beaucoup d'ambition pour ce sprint, vraiment. Je me suis concentré beaucoup là-dessus parce que c'était l'ouverture. Et j'ai mis tellement d'intensité pendant cette course que j'étais vraiment fier de ma course à la fin. Bon, il en a manqué un peu, c'est dommage, hein, mais en même temps, à 9 sur 10, on peut pas espérer de miracle non plus. Donc voilà, je peux qu'être satisfait de ça. C'est sûr que c'était pour moi au meilleur niveau de ce que j'avais à ce moment-là. Je pense que c'était une période où au tir, le 9 sur 10 correspondait très bien à ce que j'étais capable de mettre en place. Avec beaucoup d'engagement, en plus, j'avais quand même assez engagé mes tiers. Et sur la piste, j'étais vraiment en bonne forme et j'ai réussi à engager tout le long. Après, il m'en a manqué un tout petit peu sur la fin. Je pense que c'est un peu d'expérience aussi. Le fait de jouer vraiment tout devant, des fois, ça peut, contrairement à ce qu'on pense, des fois, ça peut un petit peu brider aussi. Ça peut faire surgir un peu d'émotions ou de choses comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup appris sur ce sprint, mais j'ai vraiment été satisfait de l'engagement auquel j'ai mis. Et c'est sûr que c'est frustrant de finir quatrième, mais c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais au final, moi, je vois les mondiaux comme le titre ou pas le titre, en fait. C'est un peu noir-blanc. Donc, soit tu gagnes, soit tu fais des belles courses, c'est cool, mais pour moi, c'est vraiment le titre qui fait la différence sur les mondiaux. Donc, je pense que j'étais pas au niveau pour gagner le titre. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est je l'étais pas, sinon je l'aurais eu, tout simplement. Donc j'ai pas de regret par rapport à ça. En fait, que je sois quatrième, troisième ou deuxième, bon, bien sûr, c'est quand même plus satisfaisant d'être deuxième, mais en fait, ça me change pas grand-chose en soi. Moi, je cours plus après le titre et voilà. Pour l'instant, je n'avais pas le niveau pour l'atteindre. Donc, en fait, ce que j'en tirais de ce sprint-là, c'est de dire, bon, moi, je vais continuer à bosser parce que je vois qu'il y a plein de belles choses. Il m'en manque encore un petit peu pour vraiment jouer le titre. Mais ça m'a donné un bon avant-goût pour la suite et ça m'a donné très envie de continuer à engager les courses de cette façon-là parce que ça paye quand même bien.
Et puis 4e mondial sur un sprint qui est un petit peu quand même la course référence, c'est quand même déjà énorme, même si c'est pas un podium au début de saison. Je pense que t'aurais signé direct pour faire ça, donc. Ouais, carrément, c'est sûr que c'est super satisfaisant de faire 4e. Après, je dois admettre que non, je n'aurais pas signé direct parce qu'à chaque fois, je veux plus. Mais bon, ça, je pense que c'est juste ma façon de réfléchir. Mais en fait, ça veut pas dire que je suis pas satisfait. Je suis très content de ces courses-là. C'est juste que, en fait, entre guillemets, je jure que par l'or. Donc, forcément, bon, bah, c'est pas encore l'or. Donc, j'espère mieux pour la suite. Mais bien sûr que je suis satisfait de ces courses. C'est des super moments et j'ai quand même beaucoup profité de cette 4e place, même si encore une fois, on parle que des médailles ou du titre. Moi, j'essaie aussi de regarder ma propre performance et de me satisfaire de ça. Et honnêtement, je suis très satisfait de ça. J'ai aucun regret là-dessus. Et moi, je rentre à la maison totalement satisfait de cette course. Ouais. Et tu craches pas non plus sur le bronze du relais on, quand même. Voilà, surtout pas. Merci à l'équipe, merci à eux. Là, je peux clairement les remercier. J'ai pas bien lancé le relais. Voilà, c'était peut-être c'est la fois où j'ai le moins bien lancé le relais. En tout cas, ce jour-là, en tout cas, c'était la moins bonne fois de ma carrière en Coupe du Monde que j'avais mal lancé le relais. En général, j'avais toujours mis le relais en tête quand je l'avais pris en premier relais hier. Et là, c'était la première fois que je le rends un peu loin. C'était pas décisif dans le sens où il y avait que 30 secondes, il me semble, si je dis pas de bêtises. 30 secondes, ouais, exactement. Parce qu'heureusement, j'avais vraiment la flamme en ski. Ça m'a bien sauvé. Mais voilà, c'est vrai que c'est super frustrant. En fait, j'avais pas beaucoup de pression. Pour le coup, j'avais très à cœur d'engager un super relais. Et voilà, je suis passé à travers. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est un apprentissage un peu pénible, un peu lourd. Mais bon, il faut aussi passer par là. Et on va dire que ça a pas plombé tout le relais parce qu'il y avait encore l'opportunité de revenir. Et puis même Fab qui, au final, nous à chaud, en fait, on aurait dit, bah là, pour le coup, on a tous les deux plombé, quoi. C'était fini. Je me souviens, je rentrais à l'hôtel à ce moment-là parce que bon, franchement, j'en avais ras le bol, j'aurais envie de me cacher sous la couette. Et du coup, je vois en plus que Fab il fait 2 tours debout. Je me dis, mais là, c'est fini, quoi. Et voilà, biathlon, c'est biathlon, quoi. Ah, avec les Norvégiens, ouais. D'ailleurs, justement, on doit se dire, ah là, mince, quand même, vu ce qui se passe devant, finalement, on a même pu faire mieux que le bronze, hein. Bah ouais, c'est méga frustrant parce que du coup, on se dit, mais en fait, c'est toute la frustration du biathlon, c'est de se dire, mais du coup, on n'aurait pas foiré, on aurait vraiment gagné, quoi. En fait, incroyable. Les Suédois qui se frottent les mains, c'est quand même un truc de fou. Je sais pas s'ils sont montés sur le pod avant les mondiaux, ils arrivent à gagner. Donc, c'est super frustrant. Et d'un autre côté, on se dit, déjà, on peut quand même être satisfait d'être sur le pod parce qu'honnêtement, vu comme on part avec Fab, ouais, non, là, on pouvait pas attendre un podium. Donc, déjà, bravo à Emilien et Quentin qui ont su carrément tourner le relais parce que c'est pas gagné pour autant. Hein, parce que quand on part mal, il y a vite fait de très très mal continuer. Donc déjà, bravo à eux. Et puis après, merci le biathlon parce que ça nous offre toujours des opportunités de malade. Et je pense que cette course-là, c'est peut-être la course la plus malade qu'il y a eu de tout l'hiver. Donc c'est sûr, on est super frustré de se dire que celle-là, on aurait pu la gagner. D'un autre côté, peut-être que si on aurait été devant, Christiansen n'y aurait pas flanché. Ouais. Voilà quoi, des si, on a tellement, donc on peut plus regarder le résultat final et se dire bon allez, on prend. Ouais, bon, en tout cas, c'était des beaux mondiaux pour toi, hein, Eric, hein, tes premières médailles mondiales, hein, donc le bilan est très positif. Hein. Alors après, tu es retourné donc sur la Coupe du Monde à Holmenkollen. Bon là, tu passes pas encore loin du podium, hein, 4e de l'individuel, encore derrière Christiansen. Pour quelques dixièmes. Bon, j'imagine que ça a dû être très frustrant pour toi de cette course-là. Hein, on sait que ton attachement pour la Norvège, tu devais en plus avoir de la famille sur place. Ça a dû être, oui, ce jour-là compliqué, non? Oui, c'est un peu frustrant. C'est sûr que, comme tu dis, c'est pas à domicile tout à fait pour moi, mais en tout cas, il y avait beaucoup de familles sur place et je me sens vraiment bien là-haut en Norvège. Mais voilà, c'est sûr que finir moins d'1 seconde du podium derrière un Norvégien, c'est un peu frustrant. Mais comment dire, encore une fois, j'étais satisfait de la performance que j'ai mis en place. Sur un 20 km en plus, hein. C'est ça que je trouve. Sur un 20 km, hein, une course, on se rappelle il y a quelques années où tu avais du mal à tenir la distance. Là, on voit clairement ton évolution sur ce format-là cet hiver. Ouais, c'est sûr. Puis au mondiaux aussi, ça a été au final un bon individuel aussi. Donc, non, j'ai beaucoup progressé. C'est vrai que sur l'individuel, c'est une course où au final, en arrivant en Coupe du Monde, on se dit, c'est la seule course que j'ai une chance de gagner parce qu'en tirant en 20, tout ça se passe bien.
Et en fait, tu te rends compte que pas du tout, ça se passe pas comme ça. Tenir un div, c'est long, c'est vraiment dur à tenir la distance. Il faut un rythme très élevé tout le long. Et en fait, tu apprends en une ou deux individuels que bah non, pas du tout. En fait, un div, ça se gagne pas au tiers, ça se gagne carrément aussi au ski. Après, c'est sûr que quand tu es sur le tout devant du tableau, ça se gagne en tiers. Mais bon, pour être sur le tout devant du tableau, c'est ce qu'on oublie en arrivant en Coupe du Monde. Donc non, j'ai progressé là-dessus et ça, c'est une belle source de satisfaction. Et c'est pour ça que j'étais en soi satisfait aussi de cet individuel. En fait, à Oslo, pour tout admettre, c'est un peu spécial. J'étais dans un, comment dire, quand je suis rentré de mon duo, du coup, je me suis bien reposé, puis j'avais bien la niaque pour revenir à Oslo, bien la motivation, et puis finalement, arrivé au matin des courses, je sais pas, un peu un élan de démotivation, des choses qui arrivent, je pense des fois, c'est un peu surprenant. Pourtant, j'avais toute l'envie d'aller chercher ce que j'avais pas encore réussi à faire sur ce début de saison. Mais des fois, la tête, on l'explique pas trop, et j'avais un vrai élan de démotivation. J'avais pas envie de courir, et c'était un peu compliqué de se mettre dedans. Donc du coup, je m'étais vraiment concentré que sur une chose, c'était qu'est-ce que je devais mettre en place pendant ma course. Et j'étais concentré du coup sur vraiment, bon bah ok, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de faire de course, ça c'est la réalité et je dois me l'admettre, c'est comme ça. Des fois, j'ai envie de dire, des fois je choisis pas, voilà, c'est un peu comme ça, c'est tombé un peu de cette façon-là. Mais du coup, pour éviter de faire n'importe quoi, parce que j'ai quand même, je gardais quand même mes objectifs en tête et tout ça, même si j'avais entre guillemets à ce moment-là pas tout à fait envie de les réaliser. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je mette en place une belle course au moins. Donc, concentre-toi sur qu'est-ce que tu dois mettre en place sur cette course pour être productif. Et en fait, la course a été vraiment à l'image de ça. C'était une course qui était pas très vivante. Moi, j'ai l'impression, j'ai juste fait mon travail, quoi. J'ai fait du ski, du tir, en donnant le maximum. Je l'ai pas fait vivre énormément, du coup, vu que j'avais pas une énorme envie de courir. En fait, je suis arrivé à l'arrivée, non, du coup, j'étais troisième à l'arrivée, je crois. Ouais. Du coup, j'ai vu, ah cool, bon, moi je suis troisième, et puis après je suis allé me changer, et en fait j'ai attendu. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de saveur, parce qu'au final, j'avais pas très envie de courir. J'étais juste satisfait, en fait, en moi, d'avoir fait du bon boulot, pour le coup. Mais le résultat était clairement pas du tout source de satisfaction ou de déception, parce qu'au final, j'avais vu que j'avais pas envie, entre guillemets, de faire la course. J'étais juste voilà, satisfait d'avoir fait du bon travail. Et je me dis, au moins, je me suis levé quand même en ayant fait des bonnes choses, j'ai pas fait n'importe quoi. Et je suis rentré comme ça à l'hôtel en fait. Donc c'était un peu spécial ce week-end à Oslo. La Mastart c'était un peu pareil. J'ai juste essayé de faire du bon boulot. Alors c'est dommage, je m'en a manqué un petit peu. Mais voilà, je suis juste concentré sur sur faire mon travail de la meilleure façon possible. Et je suis assez satisfait de ça parce que en n'ayant pas la motivation, des fois c'est vraiment pas facile de s'y mettre. Surtout qu'on sait l'exigence qu'il faut sur les courses Coupe du Monde. Et en fait, encore une fois, ça m'a appris tellement de choses dans le sens où ben, j'ai pu me baser sur un autre référentiel pour performer. Et je me rends compte que même des fois, sans l'envie, c'est possible de faire des bonnes courses. Donc ça m'apprend énormément pour notamment peut-être jouer un classement général plus tard. Bah, on te le souhaite, Eric, dans les prochaines années, de jouer un classement général. On sent que tu as les moyens de le faire. Et encore, voilà. C'est vrai qu'on voit un petit gap quand même par rapport à un Johannes Beu, mais on sent quand même que tu progresses aussi au fur et à mesure des saisons. Donc, il n'y a pas de raison que tu le fasses Bien sûr, quelques années. C'est sûr qu'il y a un petit gap, comme tu dis, il en manque encore un petit peu, mais chaque année, le gap se resserre beaucoup. Donc, moi, en tout cas, de mon point de vue, j'y crois clairement. Je pense que ça va rapidement pouvoir être possible. Après, voilà, il va falloir élever son niveau de biathlon et ça, je le verrai qu'avec les années si j'y arrive ou pas. Ouais. Et donc, après Holmenkollen, alors tu as pris l'avion direction les States, Soldier Hollow. Et bah là, ce 9 mars, alors 23h chez nous, alors 23h, débute la course, hein, mais sinon minuit 30, tu t'imposes pour la première fois de ta carrière sur donc la Coupe du Monde, hein, sur le sprint de Soldier Hollow. Forcément, c'est un moment magique pour toi, cette victoire. Ouais, carrément. En fait, c'est un peu un petit mythe de se dire bon, la victoire en Coupe du Monde, elle est là, quoi. Donc ça, c'était un peu la pensée qui tournait dans la tête. C'est un petit peu cool. C'était ton objectif, hein, que tu avais affiché. Ouais, carrément. Et ça, pour le coup, j'y ai pensé tout le dernier tour. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que pour moi, c'était pas vraiment ma meilleure course à Soldier Hollow. En ski, j'étais pas très bien. Alors, je me suis vraiment appliqué au tir parce que je savais que j'avais pas le choix. Donc, ça m'a permis de faire mon premier 10 sur 10 en Coupe du Monde de l'année. Mais en ski, j'étais pas très bien. Donc, en fait, j'étais un peu en galère à essayer de donner le max. Et pour le coup, dans le dernier tour, même en galère, je me suis dit, mais
purée, t'as quand même l'occasion là de te l'envoyer. T'auras peut-être pas l'occasion une autre fois cette année, alors t'as intérêt vraiment de la saisir celle-là. Et pour le coup, ça m'a permis de même un peu dans cette difficulté du jour, d'arriver à vraiment me dépasser. Et ouais, cette petite idée en tête en disant, purée, bon, elle est quand même là l'occasion, passe pas à travers. Parce que des fois, quand on en est un peu fatigué, on se dit oui, bon, ok, on m'annonce premier, mais on tilte pas vraiment. Et du coup, je me suis un peu brusqué en mode bon, allez, là, on t'annonce quand même premier, donc saisis l'occasion, quoi. Laisse pas passer cette belle occasion-là. Et c'était vraiment satisfaisant de voir que les secondes elles jouaient en ma faveur ce coup-ci et que j'ai réussi à les prendre. Donc ouais, c'était vraiment une belle journée pour ça, ouais. Dès que tu parlais de stress sur le relais mixte, il y a eu l'attente aussi et du stress sans doute sur cette course-là. Ouais, carrément. C'est sûr que il y avait Johan Olaf Botten qui était dans les derniers dossards, on le savait. Hein, donc moi j'attendais lui, j'attendais Sorum. Mon Sorum il n'était pas en grosse forme ce coup-ci. Je me dis bon, voilà, on va voir. Moi, j'ai du mal à souhaiter du mal aux autres participants. Donc c'est ce que je disais à la chaîne ou aux autres médias. Je disais je lui souhaite sa meilleure course. Et puis après on verra qui est le meilleur. Mais déjà bon, qu'il a un bel c'est vrai avant. quand même que une petite faute, c'était pas trop mal, quoi. Quand même. C'est ça, et puis regarder les tirs, je me dis, bon, elle lâche pas tout de suite cette faute, on va attendre encore un peu, puis je l'ai attendu jusqu'à la fin parce que du coup, il y a aucune faute qui est arrivée. Donc c'est un peu stressant quand même, et puis on sait que c'est un très gros skieur, et puis surtout qu'il a annoncé, donc je pense que c'est un mec qui est mort de faim. Là, c'était son retour en Coupe du Monde. Lui, pour le coup, il s'était entraîné pendant que nous on était à Oslo, donc il était bouillant. Et bon, il avait le gros désavantage de partir à l'arrière quand même, ça faut le noter. Mais il avait carrément l'avantage de se dire que là, il avait, pour le coup, lui, il avait clairement l'opportunité de venir nous bouffer et de gagner sa première Coupe du Monde. Je pense qu'il était mort de faim à ce moment-là, donc je me suis dit que ça aurait pu jouer en sa faveur, mais bon, ça a bien tenu. Et tu as quand même donc pu partager ce bonheur avec Emilien, ce doublé, Ouais. vous qui étiez en quête de podium. Alors il y a Sac Quentin qui avait fait le podium sur la Mastart, mais sinon c'était l'unique podium individuel cet hiver pour les hommes. Là, faire un doublé, enfin c'était juste dingue, quoi. Même pour l'équipe, tout ça, une super récompense. Ouais, c'était magique, honnêtement. C'était une énorme satisfaction d'être à deux sur le pod, de faire le doublé. Honnêtement, c'était assez fou vu toute la saison qu'on a fait. C'était un peu plus compliqué tout le long. Bon, au mondiaux, on a vraiment montré une belle image. Et là, de faire premier, deuxième, j'étais tellement satisfait pour toute l'équipe aussi. Je me dis, voilà, le biathlon français masculin, il remonte là où il doit monter, c'est-à-dire sur le tout sommet de la boîte à plusieurs. Et ça, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Emilien était en grosse forme sur cette fin de saison. Ah et, oui. Et du coup, en fait, de pouvoir faire ça ensemble, déjà de pouvoir le battre, c'était déjà vraiment cool. Et je pense que ça a lancé une super dynamique. Enfin, ça a lancé la dynamique était lancée depuis les mondiaux, je veux dire, mais ça a prouvé la dynamique. Et puis d'avoir fait ce sommet-là, je pense que ça reste le sommet peut-être pour l'équipe aussi masculine. Et en soi, j'ai envie de dire qu'on méritait le triplé ce jour-là. Donc c'est frustrant. Ouais. On s'en rappelle. Donc voilà, en même temps, c'était dur parce que du coup, pour un Quentin qui passe à travers, alors qu'il peut potentiellement, je pense que ça aurait joué à la seconde avec Quentin pour la victoire. Mais bon, je pense que du coup, lui, il passe à travers, entre guillemets, une victoire ou un triplé, quoi qu'il arrive. C'est super frustrant pour lui. Et du coup, c'est pas que c'est dur de célébrer, mais c'est que c'est un peu dommage, quoi. Ouais, en fait, la veille, en plus. Un petit goût de gâchis, quoi. Ouais, un peu gâchis, voilà. Après, c'est comme ça, en fait. C'est le jeu, hein. Mais la veille, c'est amusant parce que du coup, on se dit, bon, après le relais qu'on a carrément, que j'ai carrément merdé pour le coup, hein, encore une fois. Du coup, le soir, on se dit, je crois que c'est Quentin qui dit à Anto. Non, Anto, en fait, on disait que, en fait, avant le relais, pardon, je me mélange un peu, mais avant le relais, on avait dit, si on gagne le relais, on s'achète tous des chaussures de cow-boy et chapeau, et qu'on arrive en cow-boy dans le self. Parce qu'en gros, on était tous au même endroit, donc on bouffait tous au même endroit. Donc on avait dit, on arrive en cow-boy dans le self. Et Quentin, non, et après on dit, Quentin il dit, non mais si on gagne, on arrive en cheval, quoi. Genre, un vrai cow-boy, quoi. Toujours plus. Et du coup, Anto, il sort, mais moi, Quentin, si je gagne demain, tu me fous un cheval ici et j'arrive en cow-boy, donc avec le chapeau, les bottes et le cheval dans le self. Tu me dis, ah oui, si tu gagnes demain, je m'en fous, je monte un cheval dans le self et on le fait.
Et du coup, moi, en bon provocateur, je dis, et moi, si je gagne, alors on fait pareil. Et du coup, il me dit, oui, bien sûr. Du coup, on serre la main. Oh merde. Du coup, le lendemain, je pense que c'était pour dire comment Quentin s'imaginait la probabilité qu'on fasse ça avec Anto. Il n'y avait pas gros espoir sur nous. Mais du coup, le lendemain, c'est vrai que c'était un peu plus délicat de venir chercher le cheval chez Quentin et lui dire, Quentin, tu me montes le cheval dans le self, s'il te plaît. Ouais. Non, c'est on en a rigolé quand même, mais bon, c'est vrai que du coup, on aurait fait tripler, on serait peut-être monté un cheval, quoi, ça aurait été sympa. Ouais, on a manqué ça, quoi. J'aurais bien voulu voir les photos. Ouais, dans le vlog d'Anto. On aurait rigolé, ouais, du coup. Ouais. Ouais. Bon, ce sprint de Soldier-Hollow, il te permet aussi de gagner beaucoup de points quand même, cette victoire au classement général et aussi par rapport au classement du dossard bleu. Donc on arrive à Canmore avec un petit peu de l'espoir, en tout cas un objectif d'essayer de l'atteindre. Bon, finalement, il va t'échapper. T'es déçu un petit peu finalement de cette comment ont tourné les événements? Ouais, non, je suis pas déçu parce que, en fait, moi, ce que je voulais, c'est qu'avec avec Tommy, on livre un combat au meilleur niveau et je pense que c'est ce qu'on a fait, en fait, sur cette fin de saison. En fait, il a été plus fort que moi alors que j'ai été fort. Qu'est-ce que je veux dire? Il est meilleur, il le mérite. Donc, moi, non, je suis pas. C'est sûr qu'il jouait jusqu'à la fin. En faisant une très belle dernière Mastart, j'aurais pu me l'envoyer. Mais voilà, j'avais moins les capacités ce jour-là. J'étais plus en galère et j'ai pas réussi à le faire. De toute façon, pour moi, ça se joue pas sur une course, ça se joue sur la saison. Il y a plein de fois où je suis passé un peu plus à travers et je le paye là. Et non, moi je suis satisfait de cette saison pour ça parce que pour moi, on a livré quand même un combat qui est plutôt au sommet avec Tommaso et du coup, pas trop de frustration par rapport à ça. Il a été meilleur, il le mérite. Et puis voilà, la saison prochaine sera une nouvelle saison. Donc 11e du général, un dernier podium à Canmore. Sur la poursuite, 3e. Le bilan d'ensemble est quand même très bon, finalement. Oui, carrément. Carrément, il y a beaucoup de satisfaction. En fait, il y a eu les résultats un peu que je voulais. Alors, il manque quelques petites choses. C'est vrai que le top 10 passe pas loin, le maillot bleu passe pas loin. Il manque une médaille individuelle aux mondiaux. Enfin bref, il y a quelques petits détails qui m'auraient encore fait plus rêver. Mais dans tous les cas, il y en aurait toujours eu pour faire mieux. Mais non, moi je suis très satisfait du côté résultat. Je suis très satisfait donc des top résultats et de la régularité. Il y a eu 12 top 10 je crois au total et ça c'est une vraie satisfaction aussi en fait tout autant qu'une victoire. Il y a eu aussi des 10 sur 10. Ça j'en suis vraiment satisfait sur cette fin de saison. C'est des éléments qui paraissent être anodins mais en fait moi ça me prend quand même du temps à construire ces 10 sur 10 et du coup je suis satisfait de ça aussi. Et puis je suis très satisfait en fait de tout l'apprentissage que j'ai accumulé sur cette saison parce que j'ai appris en fait à construire ma saison aussi progressive. J'ai appris à gérer des conditions de neige différentes, à gérer aussi des envies différentes, des pressions différentes. Il y a eu quand même des moments où ça jouait gros et puis j'ai pu apprendre dans ces moments-là et puis j'ai aussi tout simplement appris à jouer devant et ça pour moi c'est peut-être le plus enrichissant sur cette fin de saison, c'est d'avoir appris à jouer chaque course pour jouer le podium et honnêtement, j'ai vraiment appris à faire ma place sur le devant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me servir pour la suite, si je suis capable d'encore élever mon niveau. Ouais. C'est de savoir aussi comment gérer, partir en tête, tenir des tirs, tenir la distance, jouer un pod sur un dernier tour, jouer une victoire sur un dernier tir, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai quand même pu reproduire sur pas mal de courses en fin de saison et même aux mondiaux. Et ça, je sais que c'est un apprentissage qui va vraiment me servir pour la suite si j'ai envie de jouer tout devant. Ouais. En tout cas, avec cette belle saison, les objectifs que tu n'as pas pu cocher, comme tu as pu nous dire durant cet épisode, on sent que tu es déjà très motivé pour la préparation à venir et pour l'hiver dans 8 mois, là, dans 7 mois. Là. Ah ouais, je suis bouillant. Ouais, il s'arrête jamais, Eric. Mais non, mais c'est très bien. En tout cas, on sent toute ta détermination et ton envie de faire mieux. Donc, c'est très, très intéressant à écouter. Et on a pris beaucoup de plaisir à t'écouter, Eric, durant cette heure-là. Donc, non, c'est encore bravo, Eric, pour cette belle saison. On a pris beaucoup de plaisir à te suivre. Hein. Et carrément, non, c'était un bon moment d'échange aujourd'hui. Donc, merci à vous. C'était top.
Ouais, et on a déjà hâte de vous te suivre durant cette préparation, de voir ton évolution et de voir encore celle-ci progresser l'hiver prochain, si oui ou non tu coches encore plus de cases. Ouais, carrément. Ça, forcément avec les mondiaux de Lanzara, il est déjà avec en tête. Eric, tu vas pas nous mentir, mais les Jeux Olympiques, hein, Emilien Cortina. Je les avais oubliés. Ah bon? Ah mince. Je te les rappelle, tu vois. Ah, merci. Voilà, heureusement qu'on est là. Sûr. Il y a plein de beaux objectifs, plein de beaux rêves et comme j'ai toujours fait, j'aime rêver grand et je pense qu'il faut tous qu'on le fasse, tous les Français, que ce soit le public, le staff, tous les autres athlètes du groupe, moi-même. Je pense qu'il faut qu'on continue à rêver grand. L'équipe de France, elle a plein de beaux jours devant elle et j'ai vraiment envie d'y contribuer, donc ça va être trop cool. Donc non, il y a plein de belles choses à venir, ça c'est sûr. Des rêves d'or et de cristal et de neige pour Eric. Oh oui, c'est ça. Les saisons à venir. Voilà. Donc, merci Eric, c'était super sympa. Bon repos quand même, hein, ces prochains jours. Hein. On se pose un peu avant de. Ça va clairement faire du bien, ça c'est sûr. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'avec les championnats de France et tout ça en fin de saison, ça a été assez intense, un peu ras-le-bol après les France, donc ça a fait du bien juste de se poser. Bon, comme d'habitude, je suis toujours. C'est toujours un très bon moment de passer avec le comité et le club, mais à la fin, j'étais cuit complet. Donc, voilà, du bon repos. Et puis après ça rattaque tranquillement. Bon, parfait. Merci Cassandre. Merci à toi, merci à Eric d'être venu. Hein. Oui, c'était un bon moment. Ouais. Carrément. Merci à tous les deux. C'était vraiment top. Et puis à une prochaine. Ouais, merci à vous tous aussi de nous avoir écoutés. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu. Rendez-vous d'ici quelques jours aussi avec un nouvel invité qui nous viendra des Vosges, j'en dis pas plus, qui part à sa première course de Coupe du Monde en Bavière. Je pense que déjà ça donne des indices à Eric et aussi à nos éditeurs. Ouais, ça aide un peu. Et donc voilà, rendez-vous quelques jours et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.